Et j'aimerais passer la parole, excusez-moi, à Madame Mélodie Faury. Mélodie Faury est chercheuse, enseignante française spécialisée sur les sciences de l'information et de la communication. Elle a fait d'ailleurs un doctorat à l'École normale supérieure de Lyon sur cette thématique. Elle est actuellement professeure au Musée national d'histoire naturelle de Paris, où elle occupe la chaire Recherche sur les sciences participatives, rôles et modalités transformatrices. Donc, Madame Faury va nous parler de son expérience et de ses connaissances sur ces enjeux liés à la science citoyenne. Madame Faury. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'organisation de ces journées, pour l'invitation. Je suis ravie de revenir à Lausanne et d'avoir l'occasion d'échanger avec les acteurs et les actrices de la science participative ici. Je vais vous parler, je vais partager des questions, des réflexions que je me pose aujourd'hui depuis un moment et puis maintenant dans le cadre de la chaire au Muséum d'histoire naturelle à Paris sur les recherches et sciences participatives au regard des problématiques sciences et société. Et donc c'est l'objet de cette présentation et le titre « Comment on peut penser ensemble les enjeux et les modes relationnels que cela nous permet d'instaurer, d'imaginer, de désirer entre sciences et société ». Pour ça, je vais partir de situations pour éviter d'avoir des discours trop généralistes, trop théoriques et qui pourraient écraser les singularités peut-être des projets dans lesquels vous êtes prises et pris. Et j'ai commencé par vous parler d'Histoire de nature, qui est un très beau projet que j'ai eu la chance de rejoindre en arrivant au muséum en février dernier, qui est un projet porté par Aurélia Desplein, qui est anthropologue, et qui vise à récolter, à partager, à mettre en circulation des récits sur la mémoire environnementale pour lutter contre l'amnésie environnementale, qui est un concept qui a été largement développé, et qui dit en gros rapidement que chaque génération oublie les changements qui l'ont précédé, comme si on remettait à zéro la mémoire à chaque génération de tout ce qui change au niveau environnemental. Et l'idée, c'est à partir de récits situés, intimes, personnels, à partir d'objets, à partir de photographies, de raconter de multiples récits sur les changements que chacune et chacun peut observer dans sa vie personnelle, intergénérationnelle. Ma grand-mère me racontait que, etc. Et pour cela, l'idée, c'est de mettre en position les contributrices et contributeurs de témoins d'un monde qui change. Encore une fois, au niveau local et situé, vous verrez que ça a son importance en termes de savoir que l'on considère dans les recherches sciences participatives. Alors, je vous ai mis quelques captures d'écran sur le diaporama, pour montrer qu'on a aujourd'hui une collection. On parle souvent de récolte de données. Parfois, on considère déjà qu'on a des collections. Nous, on se pose beaucoup de questions sur le statut de ces contributions. Est-ce qu'on peut exposer ces contributions? Comment est-ce qu'on peut les mettre en lien? Donc, avec Aurélia, on travaille là-dessus en ce moment. C'est un partenariat avec le Muséum für Naturkunde à Berlin. Donc, c'est aussi un partenariat franco-allemand et qui nous amène à considérer avec un soutien des ministères, je vous ai indiqué un petit peu aussi les différents noms que ça prend, non seulement les changements induits par l'homme, mais aussi ce qu'on appelle le changement environnemental, c'est-à-dire les signes d'un récit plus large à partir des récits individuels. Donc, dans un projet de recherche participative comme celui-là, comme je le disais, on constitue non seulement des rôles dans la répartition en fait d'une contribution de pairs entre les chercheurs, les chercheuses, les coordinateurs, les coordinatrices de programmes et les contributrices, les contributeurs, mais on se pose aussi des questions sur le statut des collections. Qui constitue une collection? Qui dit ce qui importe dans une collection? Qui fait signe du monde actuel? On questionne aussi la science, en fait. Qui contribue à la science? Qu'est-ce qu'un savoir scientifique? Quel est le lien, la relation entre les savoirs scientifiques, les savoirs locaux, les savoirs d'expérience? Et puis aussi, on essaye de voir comment on joue un rôle aussi face aux transitions. Donc, on est aussi sur la question de la transformation sociale et des questions de sciences-société sur lesquelles je vais revenir par la suite. Pour déplier encore un petit peu cet exemple, dans Histoire de nature, on a quand on observe et quand on considère les contributions, on a une diversité de récits aujourd'hui qui sont partagés par les objets. On a des récits autour de la question symbolique et politique de la consommation à partir d'objets matériels. On a une perception de la biodiversité qui est aussi exprimée dans les contributions. Une perception du changement climatique, je vous ai mis un certain nombre d'items, la question des énergies, des transports, etc. Je vais passer rapidement, mais pour donner en fait le signe que avant tout les sciences participatives, ça passe par le matériel et ça passe par la parole, par le récit. Donc peut-être c'est une déformation de mon approche en sciences de l'information et de la communication, mais ce qui m'intéresse ce sont les discours en fait qui émergent et pas seulement des datas. Aussi finalement des situations dans lesquelles on est amené à se parler de quelque chose que l'on vit, à se parler aussi des situations dans lesquelles
on agit, et ça a un lien bien sûr avec la question de la transformation sociale. Si on fait de la recherche participative, je n'ai pas commencé par une définition, vous avez remarqué, c'est aussi pour les questions de transformation. Et qu'est-ce que cela transforme? Ce ne sont pas uniquement de la production de nouvelles connaissances, ça transforme bien plus largement notre manière de vivre depuis là où nous sommes, dans nos situations respectives. Et je trouve que ce projet, pour ça, l'exprime très bien. Tout d'un coup, le regard sur la hotte en rotin, le couteau de poche, le décapsuleur ou d'autres items change et est partagé dans un collectif qui devient une ronde, voire on pourrait dire un collectif de pairs. Donc là, vous avez d'autres exemples sur d'autres objets. Moi, j'ai particulièrement, dans un atelier qu'on a fait avec des anthropologues, raconté ce que me permettait de raconter l'histoire du manteau de la tante Lydia. C'est-à-dire que quand on me parle du manteau en fourrure de la tante Lydia qui est resté dans le placard parce que plus personne n'ose aujourd'hui le mettre, mais n'ose pas non plus le jeter pour ce qu'il témoigne d'une histoire intergénérationnelle, eh bien me viennent d'autres histoires sur les vêtements et ce qu'ils disent de quelque chose d'aujourd'hui, de la société, de notre rapport à la nature, aux animaux, à l'environnement, etc. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que on est mis en action, on est mis en situation de faire appel à des connaissances que parfois on ne savait même pas qu'on avait déjà. Donc ça, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans les recherches participatives, c'est que constituer l'autre comme expert de son expérience, c'est déjà l'amener à identifier qu'il a qu'elle a des ressources qu'elle ne percevait pas qu'elle avait. Et puis l'autre dimension, évidemment, c'est la dimension collective. On va y revenir. Je continue un tout petit peu sur les exemples. Perception de la biodiversité. Vous avez tout un tas de photos, d'objets, d'environnements, de paysages qui sont partagés et qui racontent à chaque fois quelque chose à la première personne. Vous avez là aussi beaucoup de témoignages sur les disparitions des insectes, des oiseaux. Je vous invite à aller raconter vos histoires si vous en avez envie sur le site. C'est vraiment fait pour ça. Donc si vous avez des idées qui vous viennent là maintenant, n'hésitez pas à rejoindre la ronde des récits pour les perceptions des changements environnementaux. Bon, je vais pas m'étendre, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir. Je voulais montrer le foisonnement, je crois que ça parle de soi-même, le foisonnement de sujets, le foisonnement d'idées, le foisonnement de mémoire, parce que j'insiste aussi là-dessus, c'est qu'on est face à la remémoration partagée. Le changement climatique, il nous concerne, il nous touche, il est là, en fait. Il est déjà là, et en fait, si on change notre regard, notre mode d'attention, ça aussi j'y reviendrai, alors les savoirs se tissent entre eux et nous amènent à construire un nouveau rapport, une nouvelle relation à notre environnement. Je cite ici Frédéric Hayek, « Pour le plus grand nombre, ce serait une hérésie de suggérer que les connaissances scientifiques n'englobent pas l'ensemble de tous les savoirs. Une petite prise de recul montre cependant qu'il existe un ensemble à la fois important et désorganisé de connaissances qui ne peuvent être qualifiées de scientifiques. Au sens où il ne s'agit pas d'un savoir établi selon des règles générales, ce sont les savoirs liés à des circonstances de temps et de lieu particuliers. » Cette attention aux savoirs locaux, c'est celle que l'on retrouve, quelle que soit la discipline, il me semble, dans les sciences citoyennes et sciences participatives, quel que soit aussi le rôle que l'on donne aux contributeurs, contributrices. J'ai pas repris une échelle qui est assez connue maintenant, qui est l'échelle de Mookie Hackley, qui travaille au muséum depuis quelques semaines d'ailleurs, avec lequel on échange de plus en plus. Et puis, j'ai pas repris non plus ces différentes catégorisations des projets à dessein, parce que je trouve que c'est intéressant pour penser les sciences et recherches participatives, mais que parfois, ça ne nous permet pas de revenir à la singularité des projets, et c'est par là que j'aimerais démarrer aujourd'hui. Donc au muséum, il y a énormément de projets de sciences et de recherche participative. Je suis loin d'avoir encore découvert la richesse du muséum depuis mon arrivée en février dernier. Et quand je disais qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que quelle que soit la discipline, on travaille sur le rapport au savoir déjà là, ou déjà activable en fait, quelque part. C'est-à-dire que ce soit en biodiversité, par exemple, tout le programme Viginature, qui est une quarantaine de projets sur la veille, sur les données de la biodiversité de manière multisituée dans tout le territoire français, chose que ne pourraient pas faire seuls les chercheurs, et qui fait appel aux savoirs naturalistes amateurs qui sont reconnus depuis longtemps dans un lieu comme un muséum. Eh bien, ça porte sur le vivant surtout, mais on a aussi tout un tas d'autres projets. Je vous laisse regarder un petit peu, je vous parlerai de quelques-uns qui existent au muséum. Et on a aussi les savoirs locaux qui sont mobilisés dans les projets d'anthropologie. Moi, je fais partie d'un laboratoire en anthropologie qui s'appelle PALOC. Je vous donnerai des exemples où là aussi on a des travaux de collaboration entre savoir de chercheurs et savoir des habitants, ce qu'on appelle parfois savoirs locaux. Dans les savoirs des Suds aussi, c'est une autre désignation que l'on a parfois.
Donc Viginature, que j'évoquais, qui est souvent ce à quoi on pense quand on pense au projet de sciences participatives au muséum. Bien par exemple, vous avez Spipol où il s'agit, vous, moi, on peut être dans un jardin et photographier des insectes pollinisateurs et renvoyer les photographies, ce qui permet de suivre non seulement les caractérisations à un moment donné du territoire en termes de biodiversité, mais aussi bien sûr l'évolution. Et ça contribue à l'observatoire de la biodiversité et donc bien sûr à des démarches de protection. Ça rend en fait les contributeurs et contributrices comme co-veilleurs de la protection de la biodiversité. Mais on a tout autre projet, par exemple celui-ci auquel je participe en tant que contributrice, qui s'appelle Kéfir Ensemble. Donc j'ai du kéfir du muséum dans mon frigo. Et on a là une autre démarche qui est de voir si la stabilité des souches se maintient au fil du temps et surtout aussi de voir l'évolution des souches. Donc on est 3000 à avoir fait des cycles. Au bout de 50 cycles, on renvoie nos souches, etc. Enfin, puis on boit beaucoup de kéfir aussi, du coup. Mais un tout autre projet, donc là plutôt du côté sciences humaines et sociales, on a par exemple la cartographie participative qui est menée par certains et certaines de mes collègues au niveau de différents pays, en Amazonie brésilienne, en Afrique, dans le Pacifique au niveau des Marquises, avec justement une démarche qui dès le début du projet implique, intègre, considère, on pourrait employer plein de termes, les savoirs locaux. On est vraiment sur ce qu'on peut appeler parfois la co-construction. On n'est pas sur la récolte de données, s'il faut des guides dans un continuum, mais plutôt sur la co-construction. Et puis on a d'autres types de démarches, comme des observatoires participatifs de l'environnement. Là aussi, vous avez des exemples pour l'observation hydrologique, des scénarios de protection et d'action politique et sociale. Et puis aussi la question du patrimoine, qui est forcément une question très vive et importante dans un lieu comme un muséum, mais avec une définition qui est une définition là aussi co-construite. Qu'est-ce qui importe pour les habitantes, les habitants, pour les personnes qui habitent là, les locaux? Comment est-ce qu'on peut aussi penser des modes de médiation? Alors là, c'est une autre des grandes questions actuelles entre sciences participatives et médiation scientifique. Quelles relations? Ce sont des choses qui sont assez vives aussi dans les milieux professionnels. Eh bien, on peut imaginer des liens assez, intrinsèques même, dès le démarrage d'un projet entre co-construction des savoirs, production de nouvelles connaissances, et puis leur mise en circulation, leur mise en médiation, en exposition, en partage. Donc il y a des projets de muséologie participative, par exemple. C'est ce qu'on pense aussi avec le projet Histoire de Nature que je vous ai présenté juste avant. Alors, je vais faire le lien maintenant, je me rapproche de la question de la science ouverte, puisqu'on est sur des journées sur l'open science, et vous allez voir que dans les textes de recommandations UNESCO, notamment, vous avez peut-être déjà évoqué les jours précédents, on a un lien évident, enfin presque maintenant en tout cas, qui n'était pas forcément au démarrage, de la science ouverte avec les sciences citoyennes. Donc je cite ici Charles Hess, qui a beaucoup travaillé sur la notion de bien commun de la connaissance, et je reviendrai je l'invoquerai plusieurs fois dans ma présentation. Autrement dit, nous avons autant besoin de la moindre parcelle de savoir local que des connaissances scientifiques. À travers les communs des connaissances, nous commençons également à comprendre qu'il existe toutes sortes de savoirs partagés, imbriqués et entrelacés, chacun d'entre eux répondant à des exigences de temps et de lieux différentes. Alors, comme promis, le lien entre sciences ouvertes et sciences participatives. Quand vous prenez les recommandations UNESCO de 2021, vous avez alors des choses qu'on connaît de mieux en mieux, lesquelles sont les plus visibles souvent, l'open edition, l'open data, les plateformes, la gestion des données, la caractérisation des données, leur stabilisation, enfin je ne vais pas revenir sur tout ça. Vous avez aussi maintenant très explicitement participation ouverte des acteurs de la société, et je reviendrai juste après, dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances. Dans la participation ouverte, vous avez le financement participatif, production participative, bénévolat scientifique, sciences citoyennes et participatives. Mais quelque part, c'est une certaine définition des sciences participatives, parce qu'au muséum, recherche et sciences participatives, c'est à la fois le jaune et le bleu. Et donc je passe là. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aimerais interroger avec vous le référentiel à partir duquel ça nous amène à considérer l'ouverture des savoirs. On est toujours dans ces approches-là et c'est très important, et ça parle aussi depuis là où nous sommes, et moi la première en tant que chercheuse, on est toujours depuis le référentiel de la recherche, ce que j'appelle parfois un research gaze en fait. On pense depuis la recherche, on pense à partir de qu'est-ce que je vais ouvrir à l'extérieur, comme si la recherche était d'abord quelque chose qui faisait certes partie de la société, mais quand même avec des frontières que l'on va choisir d'ouvrir, etc. C'est très important. Je suis la première à être engagée là-dedans depuis maintenant presque
25 ans. Et du coup, on a souvent cette représentation, et l'UNESCO le fait aussi. Quels sont les endroits que je vais ouvrir? Donc, est-ce que j'ouvre la collecte de données, l'analyse, l'examen? Enfin voilà, vous avez tous les éléments du cycle de la recherche qui se veut le plus interdisciplinaire possible pour que toutes les disciplines s'y retrouvent. Donc, ce sont des termes qui sont pas trop spécialisés, qui sont à la fois sur les expérimentations et les terrains des sciences humaines et sociales. Donc, on a une approche qui est de plus en plus partagée et dans laquelle moi je m'investis beaucoup, qui est l'ouverture du cycle de la recherche. Et puis en fait, qui dit ouverture, dit aussi fermeture, je reviendrai... Non, je vais faire dans l'ordre. Donc aussi, ça pose forcément, qu'est-ce qu'on laisse fermer comme question, mais je vais y revenir après. Donc, ce que je trouve intéressant et important aussi sur ce schéma, c'est non seulement les lieux de l'ouverture des savoirs, ce qui a donné lieu d'ailleurs, justement, j'évoquais l'échelle de Mookie, à une certaine classification de la science participative, selon qu'on ouvre plus ou moins, on va être plutôt vers le crowdsourcing, donc la récolte de données, ou plutôt vers ce qu'on appelle parfois l'extreme citizen science, les sciences citoyennes qui impliquent à toutes les étapes d'autres personnes qui ne sont pas chercheurs de métier, et on reviendra sur les profils des personnes qui y participent. Et ce que je trouve important, c'est que l'UNESCO dit que la science ouverte a le potentiel de transformer, j'insiste vraiment sur ce terme, l'ensemble du processus scientifique. Et qu'est-ce que ça veut dire transformer? Parce qu'on cherche à transformer, certes, la société, on cherche à répondre aux transitions, par exemple, écologiques, climatiques, etc. Mais on a aussi, en retour, par l'ouverture, une transformation de nos pratiques de recherche elles-mêmes. Et ça, c'est peut-être aussi là que se trouve parfois la résistance à cette ouverture. Bon, là, je l'ai pas mal déjà abordé. Je ne sais pas s'il faut que j'insiste, mais on est sur dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances. Je l'ai abordé par les exemples que je vous ai montrés précédemment. Peuples autochtones, chercheurs marginalisés, communautés locales, tout ce qui ne rentre pas dans le cœur de la recherche actuelle, on veut dire de la recherche plus classique. Voilà. C'est aussi, du coup, la science ouverte, vous le savez, ce sont des valeurs, ce sont des valeurs démocratiques, ce sont des valeurs de justice cognitive, sociale. Et donc, il s'agit non seulement de valoriser, de considérer, d'intégrer, je ne sais pas si c'est le bon terme, intégrer, mais en tout cas, d'aller à la rencontre d'autres registres de connaissances et de savoir, mais c'est aussi les défendre, les protéger, par exemple, des épistémicides. Et là, je vous renvoie au travail, par exemple, de Boaventura, de Sousa Santos. Donc, des valeurs et des principes associés que vous avez sans doute déjà beaucoup parcourus ces derniers jours et qui justement notamment intègrent l'intérêt collectif, la justice, l'équité, diversité, inclusion et qui passent par, et en ce qui nous concerne plus particulièrement, la collaboration, la participation, l'inclusion et aussi la durabilité. Donc contribuer pourquoi? Donc là en fait on a plein de sources qui nous disent quels sont les objectifs, quelles sont les potentialités, les raisons d'être des recherches et sciences participatives. On investit ces pratiques de beaucoup d'intentions reliées aux valeurs que je viens de citer. Donc non seulement pour acquérir des données inaccessibles autrement pour la recherche. J'évoquais la biodiversité sur le tour du territoire. Il y a un autre projet qui cherche à suivre les populations de hérissons. On met avec le LPO, la Ligue de protection, on met des tunnels à hérissons dans son jardin et en fait comme ça on a une vision de données inaccessibles par les chercheurs dans les jardins personnels et sur tout le territoire. C'est un autre exemple. Et pour les participants, pour les chercheurs professionnels, pour les ingénieurs, techniciens et personnels impliqués, pour la production et le partage des savoirs, mais aussi pour les communautés concernées par les enjeux de la recherche, ça c'est autre chose, et in fine pour la société. Donc en fait, on estime qu'il y a un potentiel transformateur, et d'ailleurs la chaire dont j'ai l'honneur d'avoir la charge aujourd'hui, c'est une chaire qui cherche à étudier les rôles et les modalités transformatrices, on insiste là-dessus. Alors moi je le traduis assez rapidement en termes de puissance d'agir, d'agency et de transformation sociale, des recherches et sciences participatives du situé au systémique. Mais cependant, c'est ce que je vous disais, si on garde le cycle de la recherche comme référentiel, alors on passe, à mon sens, à côté d'un certain nombre de transformations qui sont plutôt du côté des personnes qui s'impliquent, qui s'engagent dans les projets. Donc, ce que je vous propose, c'est de quitter ce référentiel qui est pourtant celui qu'on a quand on parle de sciences ouvertes, puisqu'on parle depuis les sciences pour leur ouverture,
C'est de quitter aussi l'idée, j'évoquais tout à l'heure, de fermer aussi certains aspects a priori pour protéger le statut du savoir scientifique, de la connaissance scientifique. Parce que moi, je suis convaincue de l'importance de considérer épistémologiquement le statut des savoirs avec lesquels on compose. J'ai beaucoup travaillé aussi sur ces questions. Qu'est-ce que la fiabilité, la robustesse d'un savoir, etc. Évidemment, on s'affranchit pas de ces questions. Par contre, ce que j'aimerais que l'on prenne ensemble comme regard sur ces questions des sciences participatives et citoyennes, c'est une approche relationnelle en termes de lien science-société, en tout cas pour ce matin. Et donc là, vous avez un schéma qui vient dire qu'il y a un endroit où on ne peut pas faire rentrer les contributeurs et qu'on préserve quand même la validation des savoirs. Évidemment, ça permet aussi de dire à quoi on accorde de la confiance dans notre processus scientifique, à savoir la validation par les pairs notamment. Donc c'est aussi très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui est le cycle de la recherche quand on est chercheur et chercheuse. C'est aussi un outil de réflexivité, je dirais, les sciences et recherche participative. Donc si on change de point de vue, contribuer pourquoi dans les sciences citoyennes? Et du point de vue de qui? Je pars d'un projet, là, cette fois, qui s'appelle les Herbonautes, qui est un projet de contribution à l'herbier de Paris, à partir de savoirs naturalistes. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais vous avez la possibilité de contribuer non seulement à la description et aussi à une communauté, parce que c'est aussi important. Il y a des liens entre contributeurs quand on va sur ces plateformes. C'est aussi des communautés qui se construisent. Ce ne sont pas uniquement des productions individuelles. Pour vous citer les travaux de Florence Millerand, qui a travaillé sur la participation citoyenne dans les sciences participatives, formes et figures d'engagement, et elle définit plusieurs figures de participantes et participants avec des ressorts de l'engagement associés. Je vous renvoie à son article si ça vous intéresse. Donc elle parle donc en particulier à partir des Herbonautes, c'est pour ça que je vous parlais de ce projet, c'est sa base de recherche avec d'autres projets. Des bénévoles qui sont mobilisés, motivés par le don de temps, de connaissances, de savoir. Donc c'est intéressant aussi toute la question du bénévolat dans les sciences participatives. Maintenant, ça crée des débats assez intenses aussi sur la question du travail dans les sciences participatives. Il y a les figures de passionnés qui ont un attachement à l'objet ou à la tâche, de conscientisés militants qui sont là pour la cause, en fait, pour le dire rapidement, des amateurs de sciences qui ont un attrait, une curiosité, une relation avec le savoir et la connaissance directement, mais vous voyez que c'est pas la seule raison d'être des sciences participatives, on n'est pas tous centrés sur la production et les savoirs. L'amateur du dispositif qui a un rapport particulier avec le fait d'être en groupe, en collectif, dans des lieux de forum, d'échange, mais aussi avec les dispositifs techniques, avec un plaisir ergonomique, on va dire presque, avec les plateformes. Et puis l'amateur expert ou professionnel qui est là pour son expertise et aussi la reconnaissance de son expertise. Ça rejoint ce qu'Alain Kaufmann avait présenté une fois à Strasbourg quand il était venu parler aux étudiants du Master Sciences-Société, quand il précisait la possibilité de qualifier un certain nombre de publics dans les relations sciences-société, les publics de la science, donc notamment de la science ouverte. Les publics construits, les publics invités, les publics concernés, les publics mobilisés, on retrouve un petit peu les mêmes relations, le même rapport aux sciences possibles dans sa diversité que pour les sciences et recherches participatives. Du coup, ce que ça vient dire, c'est que quand on fait de la science citoyenne, effectivement, et j'insiste là-dessus depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas uniquement comme objet les savoirs que l'on va produire. Il y a du lien social qui se crée, il y a une valorisation certes scientifique, la plupart du temps ça donne lieu, alors pas toujours, mais la plupart du temps, l'objectif pour les chercheurs et les chercheurs, c'est de construire de nouveaux savoirs, de publier, etc. C'est pas d'abord un projet de médiation, mais d'abord un projet de co-construction de connaissances, nouvelles, inédites, impossibles à construire seul. Mais il y a aussi toute une dimension valorisation sociale, et justement, dans le jury national auquel j'ai participé pendant 2 ans du prix de la recherche participative en France, avec l'INRAE notamment et le ministère, on a défini des critères qui sont pas uniquement centrés sur l'impact scientifique. Bon, on pourrait revenir sur cette notion d'impact, elle m'interroge beaucoup. On peut aussi regarder la valorisation sociale, la manière dont ça change la vie, comment ça transforme en fait les contributeurs, les contributrices, leur façon de mobiliser leurs ressources, leur façon d'interagir avec l'environnement, de répondre aux questions, aux problématiques qu'elles rencontrent et qu'elles rencontrent. Donc ça nous amène aussi à changer nos paradigmes, et quand je dis nos, c'est en tant qu'acteurs de la recherche,
directrice de la recherche, accepter que le référentiel commun, c'est-à-dire ce qui fasse le sens du projet, ne préexiste pas au projet, n'est pas un sens qui est uniquement scientifique et de production de savoir. C'est pas seulement la recherche qui s'ouvre et qui transforme le monde, mais elle se met aussi à l'écoute, elle est transformée. Et ça, je crois que c'est un des points d'intérêt de ces approches, de ces pratiques. Elle se rend sensible. Et on est en train de travailler aussi nos épistémologies parce que on doit considérer comment les savoirs sont liés à l'action. Ça, c'est aussi un lien qu'on interroge. Est-ce que plus de connaissances égale changement de l'action ? C'est pas si évident. C'est souvent une croyance qui est mobilisée, mais on n'a pas déplié comment ça marche, ça, concrètement. En tout cas, l'idée, c'est d'aller vers une pertinence des savoirs qui est à la fois scientifique et sociale et pas uniquement scientifique. C'est aussi se poser la question de comment on se rencontre et qu'est-ce qui est approprié comme mode de rencontre entre science et société, entre chercheurs de métier et contributrices, contributeurs, et qu'on se rend approprié les uns aux autres, et pas qu'on fait rentrer dans un cadre préexistant des contributrices et contributeurs qui doivent s'adapter. Non, en fait, il y a une transformation qui est relationnelle. Et ce qui, d'ailleurs, peut nous amener à considérer que dans ces pratiques, c'est d'abord la rencontre qui importe et pas forcément la production. Ça, moi, quand je dis ça, c'est pas forcément ce qui est accepté, mais je fais exprès d'insister là-dessus. Parfois, c'est au niveau de la rencontre que quelque chose se passe qui sort des cadres d'indicateurs, d'évaluation. Il s'est passé quelque chose a été transformé dans mon rapport au savoir, mon rapport à mon environnement, ma puissance d'agir. Comment est-ce qu'on évalue ça? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? C'est une question. Et pour moi, c'est une des questions majeures actuellement. Et je cite ici Vinciane Després parce que je pense que la modification de nos modes d'attention, d'écoute, de rapport au monde fait partie de ce qu'on attend aussi des sciences citoyennes et participatives, c'est-à-dire en termes de transformation, de réponse aux grandes transitions. Il ne s'agit pas seulement de produire toujours plus de savoir, en fait. Je pense que ça se joue ailleurs, notre capacité de réponse à ce qui nous arrive collectivement. Et donc, Vinciane Després, dans l'introduction au manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, nous dit « Apprendre à devenir capable d'accorder de l'attention ». Accorder prend ici en charge le double sens de donner son attention à et de reconnaître la manière dont d'autres êtres sont porteurs d'attention. C'est une autre façon de déclarer des importances. Vous retrouvez là le lien avec considérer ce qui importe de manière multi-située, multi-acteur, et pas seulement scientifique. Alors je reviens à mon titre, c'était que ça nous amène à penser les relations entre science et société. Et venant des STS, des Science and Technology Studies, j'ai beaucoup travaillé sur la médiation scientifique, la vulgarisation, les relations sciences-société dans un certain nombre de contextes, les carnets de recherche, ma thèse en 180 secondes, enfin pour tout un tas de choses. Mais justement, du coup, c'est ce regard que je porte aussi sur les sciences participatives. Et en mobilisant le travail de Trench en 2008, qu'on a adapté avec un collègue qui s'appelle Lionel Maillot, qui travaille à Dijon, eh bien, nous avons ici à la fois des modes de communication. Je suis en sciences de l'infocom, donc j'aime bien regarder quels sont les modes de communication qui sont là, qui agissent les situations. Donc on a les modèles de communication qui sous-tendent les situations, donc le déficit modèle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le fait qu'on considère qu'il y a un déficit de connaissances ou un déficit de compétences ou un déficit en face et que du coup on va transmettre, on va remplir le seau vide, parfois on dit, ou on va modeler la cire vierge, qui est évidemment un modèle qui a été déconstruit depuis plus de 50 ans, que ce soit en infocom ou en sciences de l'éducation. On n'arrive jamais sans connaissances, sans savoir, sans préconception, on n'est jamais un seau vide, sans expérience, etc. Mais pour autant, c'est un modèle de communication implicite qui est encore actif dans certaines situations. Et souvent, c'est ce que j'aime dans ce tableau, dans ce travail, c'est que en fait, ça parle d'un rapport aux sciences et un rapport à la société. Donc on peut le voir non seulement en termes de communication, mais aussi en termes relationnels, que ce soit à un niveau interindividuel ou à un niveau collectif et systémique. Et du coup, le déficit modèle va, la plupart du temps, avec un rapport aux sciences qui est de l'ordre du positivisme, du scientisme, voire de la technocratie, etc. C'est-à-dire science égale progrès. Il faut les convaincre. Ça ressemble beaucoup à la communication politique. Ils ne savent pas, et puis plus on va répéter, plus ils vont être convaincus. Et en fait, on convainc qu'il faut croire aux sciences, on convainc qu'il faut soutenir les sciences. Mais bon, on est sur un registre relationnel qui est problématique.
C'est pas du tout là, et vous vous en doutez, que les sciences et recherches participatives se trouvent. Je passerai, pour pas vous détailler l'ensemble du tableau, mais si ça vous intéresse, on peut échanger ensuite. On a dans les modes de participation des degrés, on va dire, mais alors c'est difficile parce que degrés, ça hiérarchise très rapidement, mais en tout cas des manières différentes de contribuer et de participer, qui est une participation à certains endroits du cycle de la recherche ou à tous les endroits du cycle de la recherche, mais plus profondément, c'est on considère l'agenda, les importances, ce qui politiquement compte, ce qui existentiellement compte pour les personnes avec qui on travaille, on le considère plus ou moins en amont ou dans le projet qui est co-construit. Je reviendrai là-dessus parce qu'en fait, là, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller petit à petit à une méthodologie des communs. J'ai commencé par les communs comme bien, enfin les connaissances comme bien communs, avec Charlotte Hess notamment. Et en fait, c'est une méthodologie, mais c'est bien entendu aussi un rapport aux sciences, un rapport à l'autre, à la pluralité et un rapport à la démocratie, à mon avis. Donc, le co-établissement de l'agenda, au sens politique du terme, et même de la négociation du langage. Qui parle le langage de qui? Est-ce qu'on reste dans notre langage scientifique ou est-ce qu'on rejoint le langage des personnes avec qui on travaille? Est-ce qu'on crée un nouveau langage hybride? Bon, tout ça, ce sont des questions qui rapidement arrivent quand on fait ce type de projet. Et ce qui est intéressant dans cette idée qu'on décale le regard de la production de nouveaux savoirs, comme un élément important parmi d'autres, eh bien, c'est par exemple sur le site de Viginature aujourd'hui, et j'en parlais avec une collègue du CESCO, donc le laboratoire qui soutient Viginature et qui le met en place et l'anime. C'est que au départ, Viginature, et c'est encore ce qui est sur le site, c'est en train d'être travaillé, c'est un réseau de citoyens qui fait avancer la science. Donc on est sur la production de nouveaux savoirs, ce qu'on disait jusqu'à là. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler à une autre définition qui va plutôt vers veiller ensemble sur la biodiversité. Donc collectif de pairs élargis, avec les contributrices et contributeurs, qui eux-mêmes sont dans des lieux qui permettent de faire ça ensemble, de non seulement suivre la biodiversité, mais de la protéger collectivement. Donc vous voyez bien que le rôle qui est proposé est très différent. Donc il ne s'agit plus de transformer l'autre ou de récolter ce que l'autre sait d'une façon un peu extractiviste. Parfois il y a aussi des problématiques autour de cette question qui sont beaucoup discutées aujourd'hui sur les sciences recherche participatives. Mais c'est plutôt prendre soin ensemble de quelque chose. Donc c'est une approche du care aussi, c'est une approche du commun dont il s'agit de prendre soin ensemble. Et on définit on définit ce quelque chose justement dont il s'agit de prendre soin. Et puis c'est prendre soin aussi des importances de l'autre, du monde avec lequel l'autre, au sens large, on pourrait dire, vient. Pour répondre collectivement à ce qui nous arrive, en partant du principe que publier un nouvel article, ça va pas forcément répondre à ce qui nous arrive de manière directe, il y a peut-être d'autres étapes, ou alors il faut bifurquer aussi à d'autres endroits en même temps, pour augmenter la capacité de réponse dans nos lieux respectifs d'action, et se relier à nos ressources, parfois ce que je disais, des savoirs qu'on ne savait pas qu'on avait, des ressources que collectivement on obtient en mettant en circulation, les récupérer, voire les réhabiliter, aussi les relégitimer. Donc on passe de l'appropriation des savoirs ouverts, parce que c'est une question, on ouvre les savoirs et qui se les approprie? Ça veut dire quoi s'approprier les savoirs ouverts dans l'open science? On passe de la question de l'appropriation à se rendre appropriés réciproquement les uns les unes aux autres. Et là aussi, je m'inspire de ce que Vinciane Després écrit dans un texte après 30 ans du projet Nouveau Commanditaire avec la Fondation de France, et je vous invite à les lire parce que c'est vraiment très intéressant. Et ce qui m'amène à poser ces questions: qui accueille qui? Qui ouvre quoi? Est-ce que c'est la science qui s'ouvre ou est-ce que ce sont les lieux de co-construction de savoir ou de co-élaboration qui s'ouvrent? Et considérer que c'est uniquement la science qui s'ouvre, c'est rater toute une partie du référentiel, à mon avis. Qui transforme qui accompagne qui? Et là, évidemment, c'est aussi un clin d'œil aux espèces compagnes de Donna Haraway. Alors ce schéma, je regarde l'heure, mais pour qu'on ait un temps d'échange, ce schéma se rapproche déjà un peu plus de la méthode des communs. Je vous ai pas aujourd'hui ramené tout le travail de Christian Laval, par exemple, sur ces questions, mais je vous invite à aller voir ce qu'il en dit pour sortir d'une conception du commun qui serait le dénominateur commun, c'est-à-dire je m'associe aux personnes qui sont comme moi, avec mes semblables. Donc là, l'idée, c'est le commun, c'est ce dont on décide ensemble de prendre soin en commun à partir de nos singularités, nos différences. Donc le groupe est un groupe hétérogène, un groupe de pairs hétérogènes, si on veut, mais pas en tout cas de semblables. Et donc ce schéma nous permet d'imaginer qu'on peut venir à un projet commun
à partir de besoins, de ressources, d'attentes, de compétences différentes. Donc quand je contribue à un projet de recherche et de sciences participatives, j'ai mes raisons, Florence Millerand nous aide à imaginer tout un tas de motivations possibles. J'ai mes raisons d'agir, mes motivations. Et puis quand je vais repartir transformée, que je sois chercheuse ou citoyenne, et je vais agir dans mon lieu de manière différente. Je vais avoir de nouvelles ressources, d'autres manières d'être, d'autres manières de penser, d'autres manières de me relier aussi. Et parfois, ça peut être effectivement les savoirs qui me donnent ces nouveaux savoirs co-construits. Parfois, ce sont mes propres savoirs que j'ai relégitimés et qui me permettent d'agir au niveau des politiques pour défendre, par exemple, les semences alternatives que j'essaie de développer en tant qu'agricultrice. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça me permet d'avoir une assise qui est différente parce qu'elle est collective et donc je ne suis plus isolée, etc. Donc j'ai des ressources nouvelles. Mais ça peut aussi être d'autres formes de ressources qui sont variables selon les groupes. Donc c'est là aussi que parfois on mobilise la notion d'empowerment que vous avez sans doute entendu. Donc je recite quelqu'un qui a travaillé sur les communs de la connaissance, qui est cette fois Denis Christol. L'enjeu de la connaissance comme bien commun nous oblige à réévaluer la question des savoirs, non seulement dans leur nature, dans leurs limites et porosité, savoir savant versus savoir amateur, savoir composite, hybride, transdisciplinaire, informel, mais encore dans les droits d'usage et de propriété qui leur est associé. C'est-à-dire que tout ce qui est du projet commun n'appartient pas à uniquement une des parties prenantes. Donc on se met plus au service uniquement de la recherche. En fait, le projet est au service de tout ce qui importe aux personnes qui sont impliquées, engagées. C'est pour ça que je parle de pair hétérogène, parce qu'on est dans une forme d'horizontalité, et tout le monde est contributeur, et les chercheuses et chercheurs au même titre, on dirait, dans ce cas-là, que les autres. Les communs de la connaissance, en tant qu'ensemble, incluent toutes les formes de savoir qui ont besoin d'être rendues disponibles pour faciliter la production de nouvelles connaissances, poursuivre un enseignement qui fasse sens et protéger la tradition d'une science ouverte. Ça vous parlera peut-être en lien aussi avec les objectifs de notre cadre d'aujourd'hui. Je recite mon collègue Alain Kaufmann, avec qui on échangera cet après-midi, je vais même piquer une slide, j'espère qu'il m'excusera, mais je le cite. Parce que je trouve que c'est intéressant, on parle aussi beaucoup de la question des droits culturels associés aux sciences et recherches participatives, et quand il est venu de nouveau à Strasbourg en 2022, il nous a parlé des droits fondamentaux associés à la recherche participative en citant Gélineau. Donc ces droits, je vous les lis parce qu'ils sont à mon avis inspirants. Donc droit de produire des connaissances scientifiques pour les non-experts scientifiques, droit de parole des personnes qui vivent des situations d'exclusion, de subordination, de marginalité à titre d'expertes de vécu ou de pratique. On pense souvent à la démarche d'ATD Carmonde sur la question de précarité, par exemple, sur ces démarches-là. Droit de penser des acteurs profanes et d'être reconnus dans leur capacité d'analyse critique. Donc ils ne sont pas seulement là pour récolter des données, mais on fait appel à eux à un autre endroit. Droit de cité qui accorde la possibilité aux acteurs profanes de revendiquer une propriété intellectuelle sur les savoirs scientifiques qu'ils ont contribué à produire. On revient sur la notion de propriété qui est aussi chère à la science ouverte, les licences Creative Commons notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler. À qui appartient la connaissance ? C'est aussi une question qui est centrale. Donc ça, je finis là-dessus, je l'ai déjà mis, mais j'insiste, et là-dessus que je voulais venir. Donc avant d'ouvrir à la discussion, je pense que c'est à toutes ces conditions que l'on peut répondre à ce qui nous arrive, et en sortant du cycle de la recherche pour aller vers d'autres référentiels qui soient des référentiels co-construits, pour éviter de passer à côté de l'enjeu de transformation qui pourtant sous-tend la plupart du temps la raison d'être de ces pratiques, leur soutien financier, leur soutien institutionnel. On fait de la science participative pour répondre à des enjeux majeurs sociétaux aujourd'hui, oui, mais à quelles conditions ? Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je suis ouverte à l'échange si ça vous intéresse. Voilà, il faut peut-être profiter pour boire un petit peu, effectivement. Merci beaucoup pour cette éclairante présentation, très inspirante. On va commencer les questions. Il y a mes collègues qui sont là. C'est la première qui est toujours un peu plus difficile. Une volontaire. Merci Gilles.